Chers amis de TV Liberté, nous filons au cinéma, tous les deux, Maxime et moi. Bonjour. Et nous sommes heureux de vous présenter plusieurs films. J'ai vu Jésus l'enquête. C'est encore une production de Sage. C'est extraordinaire, vous avez remarqué, le nombre de films religieux qui sortent en ce moment. Mais on sent que c'est un sujet, hein, c'est presque un sujet de fin du monde. Alors, vous me direz, c'est l'époque du carême, donc c'est toujours le moment où les films religieux sortent, bien sûr. Il y a eu la Passion, il y a eu le Centurion, il y a eu l'Apparition. Et là, Dieu n'est pas mort. Et là, c'est une enquête extraordinaire. Alors, c'est une histoire vraie d'un journaliste américain spécialisé dans les enquêtes judiciaires qui épouse son amie d'enfance et son amie d'enfance retourne à la foi de ses parents, de sa famille, et le jeune journaliste qui est athée militant en conçoit beaucoup de jalousie. Parce que, dit-il, nous sommes dorénavant 3 dans notre couple. C'est une réflexion un petit peu limitée, mais bon. Et il va être tellement en colère qu'il va se lancer dans une enquête pour prouver l'inexistence de Jésus. Sauf que... Sauf que, voilà, il y a beaucoup de gens déjà qui ont essayé de prouver l'inexistence de Jésus depuis 20 siècles. Et ça m'étonne toujours, moi, cette obstination à vouloir prouver quelque chose quelqu'un qui a existé. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est vouloir prouver l'inexistence de... Parce qu'en général, on essaye de prouver l'existence de quelque chose. On essaye de prouver qu'il y a de la vie sur Mars. On essaye de prouver que la Lune tourne dans tel sens. Oui. Donc, prouver que quelque chose n'existe pas, c'est déjà partir du postulat qu'elle existe. C'est très exact. C'est déjà assez stupéfiant comme méthode de raisonnement. Si absolument, absolument. C'est très, très juste ce que vous dites. Et donc, c'est son enquête forcenée. Auprès de gens, il enquête auprès de gens très savants, notamment deux qui sont à signaler. Un grand archéologue qui va être tellement stupéfait et happé par ses découvertes qu'il va devenir prêtre. Et puis un médecin, c'est dans les dernières images du film, un médecin qui va lui expliquer ce qui se passe au moment de la crucifixion et de la résurrection. Donc c'est un film auquel on peut emmener ses grands-enfants. C'est un livre qui ne... Un film. C'est un film, c'est aussi un livre, c'est pour ça que je fais le rapport, le lapsus. C'est un film qui se regarde vraiment très, très agréablement, qui, pour les chrétiens, ne comporte aucune chose désagréable. Comme dans Jésus n'est pas mort, il y a l'interférence de la vie des deux protagonistes qui est très, très bien vue. Dans leur recherche qui est à la fois matérielle et spirituelle. Voilà. Avec un petit problème, c'est que ce journaliste des années 70 américain qui a les cheveux longs, qui est un baba cool. Et qui est une espèce de baba cool, on se dit vraiment que c'était une période assez sinistre. Il a l'air crétin, mais crétin avec ses cheveux longs, c'est rien que cela dit, peut-être que Jésus a les cheveux longs aussi, c'est pas grand-chose. Oui, mais les cheveux longs... mais enfin, ça n'avait peut-être pas la même signification que dans les années 70. Là, le personnage... D'ailleurs, il se transforme. Il a l'air bête et teigneux tout le long du film. Et à la fin du film, on le voit véritablement sourire et s'épanouir. C'est assez étonnant. Enfin, je vous laisse, je n'en dis pas plus, je vous laisse le voir parce que on passe un très bon moment. Et si vous ne le trouvez plus en salle, vous pouvez aller l'acquérir en DVD sur le site Sage Productions. De même qu'on peut acquérir le beau film de notre ami Cheyenne Caron, La jeunesse au cœur ardent. Absolument. Alors, un autre film avec une transfiguration d'un autre genre et une jeunesse au cœur plus qu'ardent, qui est un film qui est presque unanimement salué par la critique, en fait, à part l'Humanité, je pense que tout le monde a détesté, c'est dire, c'est Call Me By Your Name. Alors, Call Me By Your Name, c'est un film qui est
qui est américain, mais fait par les Italiens, et qui est en anglais, mais avec des acteurs qui sont en grande partie français. Donc c'est un melting pot, avec un scénario de James Ivory. Alors James Ivory, c'était Brightside Revisited. C'est ces grandes fraises historiques beaucoup de grandes fresques très fines. De dénonciation victorienne en réalité, oui. donc plaçaient à l'époque victorienne ou post-victorienne, avec souvent une dimension d'homosexualité refoulée. Là, il y a aussi question d'homosexualité, je le dis tout net, et qui n'est pas du tout refoulée. Voilà, c'est donc la différence. On invite même à lui donner libre cours. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est un film, alors moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont adoré, beaucoup qui ont détesté, donc je pense que c'est un film qui ne laisse pas indifférent. L'histoire en 2 mots, donc on est dans 1983 à l'été dans une villa italienne alors que les médias d'extrême gauche présentent comme une villa absolument somptueuse, qui n'est pas non plus si somptueuse que ça, dans une famille certes bourgeoise, mais enfin c'est pas non plus la haute bourgeoisie qui vit avec élégance, surtout dans les années 80. Mais on est dans cet été. C'est-à-dire que quand même, il y a une domestique, d'accord, mais enfin, on dîne en short presque au barbecue. C'est quand même pas non plus le maître d'hôtel en queue de pie. Et l'argenterie est tous les couverts. Donc, on n'est pas non plus. Voilà. Faut pas exagérer. Donc, on garde raison entre nous. Et donc, cet été 1983, il y a les parents. Donc, le père est une sorte de savant, archéologue, en même temps chercheur, épistémologue, etc. Et les parents vivent avec leur fils unique qui s'appelle Elio. Au passage, joli prénom. Très bien joué par le jeune Timothée Chalamet, qui est lui-même français mais vivant aux États-Unis, et pianiste, et acteur, donc. Vraiment excellent, je te dire qu'on l'a vu dans des tas de films, mais sans vraiment faire attention à lui, mais il est vraiment excellent. Et ce jeune homme, donc, qui dans le film a 17 ans, qui dans la réalité en a 23, va tomber amoureux d'un moins jeune homme, disons une petite trentaine d'années, qui vient passer quelques semaines dans cette ville-là, comme chercheur auprès du père de famille. Et évidemment, le jeune Elio va petit à petit, sans trop comprendre d'ailleurs au début pourquoi, être séduit par cet homme qui en impose. Et l'histoire d'amour va évidemment naître en se cachant peu ou prou, jusqu'au moment où elle va s'affirmer et être consommée véritablement. Alors, le film est assez bien fait. Je veux dire que ce qui fonctionne bien, c'est vraiment l'évolution des sentiments du personnage. Et on voit notamment ce jeune garçon qui va passer de l'adolescence à petit âge adulte en tout cas, et notamment parce qu'il va coucher pour la première fois avec une des filles du village, puis avec cet homme. Donc on le voit évoluer, vraiment le film tient avec son jeu d'acteur. On est plongé dans cette famille qui est érudite, savante, cultivée, enfin, qui a tous ces bons aspects et qui finalement font plaisir à voir. C'est-à-dire qu'un film où on cite Nietzsche et où on joue du Bach, c'est quand même suffisamment rare de nos jours pour être signalé. Et en plus, on parle anglais, italien et français, sans qu'on comprenne d'ailleurs très bien les alternances de langage, mais admettons. Avec une façon de faire qui est très Rohmer, vous voyez, donc très années 80, très naturelle. Donc on n'est pas non plus dans une Italie qui nous subjugue avec des paysages somptueux, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus cru, très Rohmer en fait. Parce que je dois vous faire une confidence, ma chère Anne, qui va beaucoup choquer nos téléspectateurs. Pour la première fois de ma vie, c'est presque un coming out. J'étais d'accord avec la critique de Télérama. Oui, on devrait presque arrêter l'émission. Un peu ou prou ce que je vous dis, alors avec des remarques d'ordre sociologique sur ces bourgeois qui détachaient des contraintes matérielles, qui pour moi n'est pas du tout le sujet. En revanche, pour nos téléspectateurs, est-ce un film à voir? Pour moi, plutôt oui, mais en étant prévenu qu'il y a des choses qui peuvent évidemment vous choquer. Parmi les choses intéressantes, il y a donc la façon dont c'est filmé, le rythme, l'évolution du personnage qui est... Et la découverte en fait de cet acteur qui est vraiment un très bon acteur, le jeune Timothée Chalamet. Dans les choses qui peuvent un peu vous restreindre, il y a évidemment la dimension liée à l'histoire d'amour qui n'est pas très conventionnelle, qui est même pas très conventionnelle et en même temps très conventionnelle puisque la famille elle-même encourage. C'est quand même une situation, la situation normalisée. Oui, c'est très normalisé et la famille elle-même qui n'a pas besoin de l'être. Le jeune Elio à suivre son cœur, ce qui est en soi assez touchant. En même temps, le film est un peu long au départ et il y a certaines scènes... Alors, il n'y a pas à proprement parler de scènes sexuelles vraiment visibles. Tout ça est plus subtil que ça. Donc, on peut le voir en étant quand même prévenu que c'est un film qui est un peu long, mais qui est bon du point de vue psychologique, avec des
petites remarques. Notamment le fait qu'on surjoue un peu le côté famille juive qui, pour moi, n'apporte pas grand-chose au film. Merci beaucoup, Maxime. Alors, un autre film que vous avez eu le courage d'aller voir, La Ch'tite Famille. Oui, alors je dois dire que... Avec Danny Boone, de Danny Boone et avec Danny Boone. Alors, vous savez, Danny Boone, c'était Les Ch'tis. Oui. Voilà. Donc, qui était un grand succès populaire, qui était gentillet. Les Ch'tis, qui m'avait fait rire. C'était un succès populaire, même assez drôle. Alors, autant vous dire qu'on n'est pas du tout dans le même genre de famille que celle qu'on a évoquée, c'est-à-dire la famille bourgeoise, intelligente, qui pousse ses enfants et où les enfants peuvent citer Nietzsche en jouant du bac. Là, c'est l'inverse. Alors, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est aujourd'hui celle de Valentin D, qui est un designer très connu, qui vit avec une Constance, une fille assez chic, etc. Tout à coup débarque sa famille qu'il avait complètement rejetée, qui sont vraiment, mais pardonnez-moi l'expression, les beaufs du Nord. Et je ne dis pas les beaufs du Nord parce qu'ils sont du Nord, mais parce que vraiment on est allé chercher. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette famille débarque? Pourquoi? Parce que le frère de Valentin a besoin d'argent, donc il débarque en faisant croire, il va avec leur mère, jouée par Line Renaud, en faisant croire à ce Valentin que c'est l'anniversaire de la mère et que donc c'est à cette occasion. Donc s'ensuit une série de quiproquos avec un scénario téléphoné d'avance. Oui. Je vous le fais en version courte. Accident de voiture, il perd la mémoire, il revient 25 ans en arrière avec son accent ch'ti. Il a tout oublié. Finalement, il se rend compte de l'endroit où sont ses vraies valeurs et à la situation finale, il va redevenir ce qu'il était, le grand designer, tout en se rapprochant de sa famille. Donc c'est un entre-deux qui termine par un happy end. Alors, est-ce un bon film? Non. Quelques petites choses qui sont assez quand même intéressantes dans ce film-là, c'est d'abord, bon, c'est quand même une ode à la famille en dépit des différences sociales qui peuvent, parfois dans certaines familles, s'interférer avec le parcours de vie plutôt attendu des gens au départ. Même si c'est une vision tout à fait en noir des gens du Nord, qui sont édentés, pauvres, qui vivent dans un mobilo, mais enfin, c'est au-delà de c'est même pire que Germinal. C'est un peu caricatural. Avec un père de famille complètement débile qui, à part du picombière, ne sait rien faire et qui ne sait même pas faire une machine à laver. Enfin, c'est catastrophique. Néanmoins, il y a une vraie diatribe sur le milieu du design contemporain, notamment lui et sa Et ça vous a plu? Ça m'a beaucoup amusé. Ils font des chaises à 3 pieds, évidemment. Donc tous les clients s'assoient et tombent systématiquement. Et eux leur répondent, mais non, pas du tout, il suffit de s'asseoir sur une chaise. Donc ils s'assoient comme ça, voyez-vous. Et donc, moyennant quoi, tout le film est émaillé de clients avec leur ostéopathe. Et puis il va à l'hôpital, il y a l'ostéopathe, etc. Bon, tout ça est assez amusant. Il y a quand même des bons côtés. Et vous me tentez. Cette diatribe est assez amusante. Et puis une confrontation entre... par exemple, on voit donc ce personnage qui ne dit pas bonjour à son personnel quand il arrive, et quand il redevient ch'ti, il dit bonjour à tout le monde, il serre la main, etc. C'est assez savoureux, et la compagne, la femme, Constance, dans le film, la bourgeoise, elle va du coup essayer de revenir à lui, d'apprendre le ch'ti pour vraiment l'accompagner dans cette période difficile. Donc c'est vraiment aussi une histoire d'amour qui fonctionne. Bon. Ma critique principale, c'est quand même, outre le fait qu'on voit des gens du Nord, mais vraiment le pire de ce qu'on peut imaginer, malheureusement, mais ils sont, paraît-il, très contents. Oui, mais je veux dire que pour moi, les acteurs sont même un peu trop intelligents pour jouer leur rôle. Donc, il y a Valérie Bonneton, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est, à mon avis, qui a l'œil trop éclairé, trop vif pour jouer cette personne un peu, mais grande bécasse. C'est Louloute dans le film, pour jouer Louloute. Il y a Line Renaud, qu'on a connue plus inspirée, qui est en mère de famille ch'tite, assez savoureuse, assez touchante, elle fait brave dame, mais un peu trop haut de gamme, ça se voit par rapport à la mégère alcoolique qu'elle est censée être. Donc, je voudrais que vous parliez maintenant des Césars et des Oscars. Alors, le dernier film. À la fin, j'ai vu aussi un bon film cette semaine, un ancien film d'Otto Preminger, le dernier film d'ailleurs qu'il ait réalisé, qui s'appelle The Human Factor, un film qui est de 79, qui se passe à peu près à la même époque, et qui est vraiment très intéressant. Alors évidemment, il a vieilli dans les décors, dans les costumes, dans le rythme, ce n'est plus ce qu'on fait aujourd'hui, mais il est intéressant, pourquoi? Parce qu'on suit un personnage qui travaille dans les services secrets, mais en fait qui déchiffre des dépêches, enfin qui est un fonctionnaire un petit peu neutre, il rentre chez lui, sa petite vie, sa petite maison, etc., qui vit avec une Africaine du Sud, qu'il a rencontrée quelques années auparavant quand il était en mission en Afrique du Sud et dont il est tombé amoureux, et avec leur fils, qui on le devine n'est pas leur fils, parce que on le devine. Et on découvre par des circonvolutions diverses qu'un espion est dans le service Afrique, et donc les services secrets vont essayer d'identifier qui ça peut être,
pas de bol, ça tombe sur le collègue de l'autre, du héros, qui va donc être assassiné, hein, en réalité. Et là, c'est l'élément déclencheur. Donc notre héros va finalement, qui était l'agent double, va finalement fuir en Russie et être totalement désabusé quand il va découvrir la situation en Russie. En fait, c'est un homme qui perd tout. Et pourquoi est-ce qu'il perd tout? Parce qu'en fait, on découvre que pour faire sortir cette femme d'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, il a dû s'allier avec un agent communiste, en échange de quoi il lui a promis de l'aider dans le futur. Donc en fait, il est pris au piège par son histoire d'amour, et on suit en particulier un certain nombre d'aventures diplomatiques et du jeu diplomatique international, oui, c'est-à-dire l'apartheid, oui, avec les grands sujets qui, au-delà de la question de l'apartheid menée en particulier par les Hollandais, c'est les Russes vont-ils prendre le pouvoir en Afrique ? Qui était en réalité la crainte réelle. Qui était une grande actualité. Et c'est là l'élément qui va bouleverser le film. Donc c'est assez bien fait, je dois dire, avec des personnages anglais assez truculents. Cette femme qui est quand même... Il y a rarement d'actrices qui jouent de bons rôles au cinéma qui sont des actrices africaines, il faut quand même le dire. Et ça, c'est joué à Paris? Alors c'était joué au Christine 21 qui fait une rétrospective Preminger en ce moment. Et sinon, ça doit se trouver en DVD? Ça se trouve assez facilement parce qu'Otto Preminger est quand même un très grand réalisateur. En tout cas, c'est un de ses films, certes les plus connus, mais pas parmi les 4 ou 5 les plus connus. Oui. Moi, je vous encourage à le voir parce que c'est intéressant du point de vue à la fois de l'histoire du héros ordinaire. Mais ce que vous en dites est très tentant. Et de la dimension géopolitique. Et maintenant, alors quelques mots sur les Césars. Les Césars, absolument, qui ont été dévoilés il y a quelques jours maintenant, et qui, je dois dire, recoupent en partie nos analyses. Oui. Voilà. Oui, donc, si vous avez suivi nos conseils tout au long de l'année, vous avez déjà vu les succès des Césars qui repassent maintenant. Donc c'était Alors en numéro 1, un film sur lequel nous n'étions pas tous d'accord, qui était 120 battements par minute. Oui. Alors évidemment le film sur la naissance d'Act Up, d'ailleurs bien joué, hein, je ne le nie pas. Moi j'avais pas eu un coup de cœur particulier pour ce film. Et moi je n'avais pas trouvé nécessaire d'y aller, mais bon. Profitez-en pour y aller le cas échéant. On passe. Après il y avait... En numéro 2 arrive évidemment Au revoir là-haut, qui est à voir, je le répète, absolument, qui était pour moi le meilleur film français de l'année 2017, ensuite, sans aucun doute. Ensuite, on passe à Petit Paysan. Petit Paysan. Plusieurs Césars également, qui est là aussi un film qu'il faut voir, qui pour moi n'est pas un très grand film, mais c'est un bon film. C'est un bon film. Et Faute d'amour, le film russe. Le film russe qui, du coup, ressort en salle et aura peut-être un meilleur succès que ce qu'il a eu. Et enfin, alors il y en a eu quelques autres, hein, du côté de l'animation en particulier, mais un film dont on a parlé aussi, qui a eu le César du public. Alors le César du public, c'est le film qui a fait le plus français d'entrée en salle au cours de l'année. C'était Red Dingue, bon, qui n'était pas un grand film, aussi avec Danny Boone, mais qui fonctionnait plutôt pas mal et qui est un moment de rire, mais enfin on peut attendre que ça passe un mardi soir sur TF1. Tant que TF1 existe encore. En revanche, je le répète, allez voir Au revoir là-haut, c'est de très loin le film de l'année 2017 français. Et enfin les Oscars. Alors j'ai moins suivi les Oscars, mais effectivement, il y a eu un certain... Vous voulez peut-être en dire un mot, Anne? Non, je n'ai pas encore vu La forme de l'eau. Mais évidemment, La forme de l'eau a été très récompensée. On a beaucoup parlé du jeune Timothée Chalamet, donc, qui joue dans Call Me By Your Name, qui à mon avis mérite un Oscar, parce que c'est vraiment une révélation, ce garçon. Et surtout, c'est un acteur français, donc un acteur français avec une carrière possiblement internationale. Notons-le parce que c'est quand même pas si courant que ça. Et je pense encore une fois que ce film mérite d'être vu à cause de lui, en dépit de l'histoire qui est un peu parfois boiteuse. Voilà, je pense que c'est déjà une moisson suffisamment riche. Une très belle moisson, merci beaucoup. Alors, je vous rappelle, chers amis, vous pouvez aller voir Jésus l'enquête. En famille. En famille. Call Me, avec de grands enfants. Call Me By Your Name. Mais avec les réserves qu'on a évoquées. Hein, absolument, avec les réserves. The Human Factor de Preminger. Oui. Et ça, si vraiment il pleut beaucoup, s'il pleut beaucoup, la ch'ti famille. Si vraiment il pleut beaucoup, mais sinon vous pouvez aussi revoir Au revoir là-haut, je le répète, le meilleur film de 2017 et qui passe à nouveau au cinéma. Merci beaucoup Maxime. Et à la semaine prochaine. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Charles-Henri Deloy pour cette rubrique Lire, pour un livre qui s'appelle Les enfants de Maastricht. Bonjour Charles-Henri. Bonjour, merci. C'est aux éditions Les Bouquins de Synthèse.
Et vous avez publié déjà un certain nombre de livres, tous à la fois percutants et profonds. Les chroniques radioactives, Rêves d'enchantement chez Godefroy de Bouillon, et puis un petit abécédaire d'un français incorrect et quelques joyeuses impertinences, déjà là à Synthèse nationale, et deuxième tome de chroniques radioactives. L'esprit des lois. Alors, l'esprit des lois. L'esprit des lois. Titre qui m'avait été piqué par Montesquieu il y a 250 ans. C'est ça qui est très plaisant avec vous, c'est que vous traitez de sujets graves de façon extrêmement légère, mais vous n'oubliez pas, encore une fois, le côté dramatique de certaines choses. Et là, vous nous emmenez sur un terrain grave, c'est cette génération Maestricht d'enfants nés donc avec le traité. Et ce traité qui a été qui a eu beaucoup de conséquences. Alors, ces enfants de Maastricht, ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ont 25 ans, puisque les traités datent de 1992. Oui. Et les enfants qui sont nés, bien sûr, en 1992, nous sommes en 2017, ce qui fait 25 ans. Et vous avez remarqué qu'on ne parle pas de l'anniversaire. En général, 25 ans, ça se fête. Oui. Curieusement, on n'en parle pas. On a fêté le traité de Rome en mars, mais pour Maastricht, on n'en parle pas. C'est curieux. Alors, vous choisissez deux jeunes que vous imaginez, mais qu'en réalité, vous devez connaître un peu. Deux jeunes assez différents. Pouvez-vous nous présenter vos personnages? Alors, j'ai choisi un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Thomas. Il habite Grenoble. Oui. Il est fils de cadre moyen, une petite bourgeoisie provinciale. Voilà. Il travaille d'arrache-pied, lui Thomas, oui. Thomas, il a fait du rugby. Il voulait faire médecine et puis il a loupé sa première année, donc il s'est reporté sur l'ostéopathie. Tout est fait pour de toutes les façons. Voilà, et là, à 25 ans, il a terminé son école et puis il cherche des locaux à louer pour s'installer. Voilà. Manon est parisienne. Alors, elle est plus fille de cadre supérieur. Monsieur est chercheur au CNRS, madame est psychanalyste. Et ses parents sont divorcés. Elle habite... Et la petite fille est beaucoup moins solide que le petit garçon. La fille, forcément, elle subit les conséquences d'un divorce, c'est-à-dire les deux parents la gâtent. Et de la psychanalyse. Voilà, les deux parents la gâtent énormément. Là, elle cherche... elle a déjà trouvé un studio dans le 11e, entre l'appartement de papa et l'appartement de maman. C'est bien. Voilà. C'est bien. Mais elle est assez brillante, Manon. Elle est brillante, mais elle est l'écho de toutes les problématiques du moment. De son temps. Alors, ce qui caractérise cette jeunesse, c'est un déficit d'instruction, déjà. Oui, parce qu'il y a eu deux effets. C'est un qui remonte à 68, c'est-à-dire l'esprit égalitariste, puisque M. Bourdieu voulait que l'école soit une sorte de manufacture à effacer les inégalités sociales. Donc, il fallait que qu'on soit fils d'ouvriers, ou fils de cadre, on puisse avoir les mêmes chances de réussir, c'est-à-dire... Et le même bac pourri. Alors, voilà, ça c'est mieux après. Mais il y a... c'est une banalité de le dire, mais 68, c'est le marqueur pour dire que c'est la fin de l'autorité, des repères, de la hiérarchie, du maître à l'élève. Il fallait que tout le monde soit au même niveau. Donc le problème, c'est que c'est très difficile pour un jeune de grandir, de devenir un adulte, s'il n'y a pas ces référents. Voilà, sans maître et sans exemple. Alors ça c'est déjà le premier stade. Après, il y a eu la réforme de Chevènement pour que tout le monde, ou presque, ait son bac. C'est-à-dire que l'objectif, c'est 80% des lycéens devaient obtenir le bac.
dans les années fin 80. Ils y sont arrivés, parce qu'en baissant finalement le niveau du bac, on est arrivé à ce que 80% d'une tranche d'âge ait le bac, ce qui ne signifie plus rien. Parce que ce n'est plus sélectif et on les retrouve dans des voies de garage ou en première année de fac. Alors, autre fait qui a marqué cette époque, c'est la place de plus en plus grande de l'économie. Exactement, parce que les politiques le personnel politique s'est auto-mutilé en laissant des technocrates eux-mêmes affiliés à la haute finance, gouverner. On voit par exemple que toutes les grandes banques ont pris un pouvoir mais monstrueux. Bon, ça c'est pas d'aujourd'hui, c'est quand en 1973, je crois, où l'État s'est interdit de fabriquer lui-même de la monnaie, il a dû emprunter sur les banques privées. Donc, ça donne le pouvoir de fait progressivement aux banques. Et on en a le résultat à l'heure actuelle. Et effectivement, la finance a pris le vrai pouvoir aujourd'hui. Donc, à juste titre, les jeunes d'aujourd'hui sont désabusés de la politique, puisqu'instinctivement... Ils sont très désabusés. Voilà, ils sont très lucides, finalement. Ils sont lucides, ils sont très lucides. D'où le taux d'abstention, ou quand on a un petit peu de fibre politique, on se tourne vers des partis qui paraissent un peu plus dynamiques, que ce soit à l'extrême gauche ou au Front National. Ou au Front National, donc, absolument. Alors, vous montrez aussi que cette génération a été très marquée par la fin du service militaire. Oui, elle ne l'a pas connu. Elle ne l'a pas connu, bien sûr. C'est un manque, que c'est marqué par un manque. Oui. Alors là, je ne comprends pas l'attitude de Jacques Chirac, qui a été élu sur la fracture sociale. Oui. C'était son grand slogan. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a creusé en abolissant le service national. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le réformer, oui, on aurait pu l'adapter, comme de tout temps, il s'est adapté, le service national. Mais il fallait le laisser. C'était le dernier creuset, après l'école qui a été chamboulée, le service national était encore le dernier creuset où tout Français, et pour le coup, alors d'une façon très égalitaire, pouvait se retrouver avec... des personnes qu'elle n'aurait jamais connues autres que par le service militaire. C'était vraiment un laboratoire du vivre ensemble, pour employer un mot à la mode. Mais exactement. Moi, j'en suis un pur produit. Je n'étais jamais sorti de mon petit Paris, bien au chaud, entre papa et maman. Et puis, je me retrouve dans des chambres et 12 avec un délinquant, un proxénète, un gars qui faisait des études C'est pour ça que vous connaissez bien le monde maintenant. Mais exactement. C'est la meilleure école de la vie. La promiscuité entre personnes du même âge, le temps du service national, je vous garantis que c'est irremplaçable comme école de la vie. Bien évidemment. Alors, vous... Alors, je termine, parce que du coup, ce qui a marqué, c'est que Thomas, lui, qui est, comme tous les petits garçons, admirateur de soldats, il aurait bien voulu un temps au moins manier des armes. Il ne le peut plus. C'est quand même ça va dans la dévirilisation de la gente masculine française. Alors, ce qui est détonnant, c'est que ce petit livre, qui est un constat donc sur toutes les attaques que l'on a fait subir à cette génération, ce petit livre est quand même plein d'optimisme. Vous dites que notre jeunesse est une jeunesse très courageuse, et vous citez Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui, il ne faut pas désespérer, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que, alors déjà une raison un peu cynique, c'est que la génération 68, qui avait les manettes, jusqu'à ces 20 dernières années, est en train de passer. Est au cimetière, va bientôt aller au cimetière. Non, parce que c'est nous aussi. C'est nous, je ne suis pas encore prête, moi.
cette génération... Non, vous étiez trop jeune en 68, enfin. C'est une petite fille. J'avais 3 ans. Moi, j'avais 3 ans. Mais moi, je suis de la génération juste d'après. Je suis de la génération Mitterrand. Donc oui, cette génération imbibée de marxisme, des bourdieuseries, de l'égalitarisme, etc., est en train de finir son temps. Donc déjà, ça laisse du champ. Bon. Après, il faut savoir que très peu de monde en France a vraiment le pouvoir. C'est quelques centaines de personnes. Donc il faut savoir qu'en changeant ces têtes, ça change tout, par capillarité, déjà. Enfin, vous savez, on a l'URSS qui a connu 70 ans de communisme et qui s'en est remis. Et finalement, il ne faut pas désespérer. Puis moi, je suis adepte de la fameuse phrase en politique, désespoir est une sottise. Et puis enfin, ces jeunes ont des qualités propres. Effectivement, vous l'avez dit, ils sont plutôt courageux et très ouverts d'esprit. Alors, je dirais, avec un peu d'ironie, qu'ils sont ouverts d'esprit parce que, comme ils ne sont pas très cultivés, c'est-à-dire qu'ils sont moins fermés que leurs aînés, parce qu'ils ne sont pas des dogmatiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de verrous idéologiques, puisqu'ils n'ont pas d'idéologie. Et ils sont ouverts, ils sont plutôt ouverts, ils sont beaucoup plus tolérants. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Oui, mais ils sont curieux, ils sont plutôt assez tolérants et plutôt... on peut discuter de politique. Ce qu'on ne peut pas faire avec des vieux gauchistes 68ards qui, de toute façon, vous mettent dans le camp du mal. Et puis, alors, vous nous citez Thucydide pour souligner cette énergie de cette génération. L'épaisseur du rempart compte moins que la volonté de le prendre. Ça, c'est une phrase un peu nietzschéenne. Oui, tout dans la volonté. Tout dans la volonté. Exactement. Et on l'a vu, ils se sont illustrés d'ailleurs, là encore, c'est un révélateur dans la manif pour tous. On a vu un tas de jeunes. Moi, je pensais qu'il allait y avoir que des Cubénis, des grenouilles de bénitier, etc. Pas du tout. Il y avait des jeunes de tout. mais moi, j'en fais partie. Mais je trouve que c'est extraordinaire de voir des jeunes de 20 ans qui ne se battent pas pour des intérêts catégoriaux. C'est-à-dire que c'était pour un idéal. Et derrière tout ça, il n'y a pas que l'histoire du mariage homosexuel. Il y avait une société. Il y avait un ras-le-bol. Il y avait un refus généralisé. Le problème, c'est qu'ils sont déshérités, ils le sentent. Ils sont déshérités intellectuellement, matériellement et spirituellement. Matériellement, ils ont le blues, c'est normal, puisqu'ils savent qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Et puis, spirituellement, ils n'ont pas eu tout à fait les maîtres qu'ils auraient pu avoir. Déjà, on a refusé de mettre dans la charte européenne le fait que nous sommes quand même de naissance chrétienne. Donc, il n'y a aucun repère. Alors, si le repère, c'est la haute finance et puis l'objectif d'une vie, c'est d'avoir une Rolex à 50 ans, ça ne donne pas le moral. Petit idéal. Alors, ce que j'aime dans votre livre, et ce sera le mot de la fin, Charles-Henri Deloy, c'est l'humour, votre humour que vous promenez le long des routes, et ça, c'est bien agréable. Vous évoquez cette volonté du gouvernement de supprimer le mot « race » pour supprimer le racisme, et vous demandez à quand la suppression du mot « bêtise » pour supprimer la bêtise. Et oui, c'était si simple. Malheureusement, la bêtise a encore beaucoup de champs libres devant elle. Mais on vous a pour en rire et pour aller un petit peu au-delà. Merci beaucoup, Charles-Henri Deloy. Merci. De nous avoir fait réfléchir sur cette jeunesse. Il faudrait que les jeunes la lisent. Mais ça leur est destiné. C'est pour elles. Voilà. Pour elles. Sur le site de l'éditeur, les bouquins de synthèse nationale. Très bien. Merci beaucoup, Charles-Henri. Et à très vite pour un autre manuscrit. Vous êtes déjà... J'ai un projet. Vous avez un projet, c'est bien. Vous êtes en marche. Non, je suis pour l'immobilité. On ne réfléchit bien qu'immobile. Merci beaucoup, Charles-Henri Deloy. Chers amis de TV Liberté, à très vite.
Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique artistique, nous avons invité Louis-Marie Le Charny. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes peintre portraitiste et vous avez écrit un joli roman qui s'appelle Le dernier amour de Freinet chez Pierre-Guillaume de Roux. Roman qui est un roman à suspense. Un beau tableau a disparu. Absolument, oui. En fait, c'est une enquête artistique. Le personnage de mon roman va voir un oncle peintre. Et il y a une gravure magnifique dans l'entrée de la maison, très séduisante, qui représente une jeune femme nue qui se promène au milieu d'une foule dans la Grèce antique. En fait, c'est Freinet aux fêtes d'Éleusis, aux fêtes de Vénus. Oui. À l'époque, il y avait des fêtes qui duraient à peu près 9 jours, pendant les fêtes de Déméter et les fêtes d'Aphrodite, mais le culte déclinait. Et l'Archonte, qui était le chef de la cité, se dit « mais comment faire pour que ces gens ne fassent pas que du commerce ?» et reviennent un petit peu vers le culte de Déméter et d'Aphrodite. Et il a une idée géniale. Il se dit « mais si on demandait à la plus célèbre des hétaïres, Phryné de Thespie, de jouer le rôle tout simplement d'Aphrodite ?» Alors, elle accepte. Et ça va être une espèce de délire parce que la foule va la suivre et elle va même, dans une mise en scène très organisée, sortir des eaux du golfe Saronique sous le soleil du soir et elle va sortir nue en tordant sa chevelure. Et donc là, les gens vont être... En fait, ça va aller plus loin que le simple érotisme. Il y a une espèce de grâce qui va passer. Entre la lumière, la beauté de Phryné, le religieux, les gens vont tout à coup se mettre à genoux, chanter. Les chants, en plus de ça, étaient très puissants. Et les gens vont se mettre à pleurer, exactement comme certains chrétiens sont touchés par la grâce dans les églises. Hein, bon. C'est un phénomène... Il n'y a rien de nouveau, en fait, si vous voulez. Mais voilà. Alors un tableau a disparu et c'est une enquête. Oui. C'est une enquête très intéressante, très romantique. Oui. Alors, il va donc... la gravure est en noir et blanc, et à la mort de son oncle, qui lui lègue la gravure, il va au Louvre et il demande à voir le tableau. Et là, patatrac, le tableau a disparu. Alors, c'est très embêtant. En fait, le tableau a disparu pendant la dernière guerre, au moment de l'évacuation des tableaux. Vous savez que les chefs-d'œuvre ont été évacués avec des camions de la Comédie Française. Il y a eu déjà une halte à Chambord avec René Huyghe, etc. Ensuite, il y a eu l'abbaye de Locdieu qui était extrêmement humide. Il y a eu Montauban. La Joconde était installée dans les bureaux du conservateur. Et ensuite, à Montal, un château, enfin des péripéties invraisemblables. Et au moment du retour des tableaux en 1945, quand on déroule le grand rouleau autour duquel était enroulé le tableau de Phryné, le grand tableau en fait de Phryné, qui est un tableau immense peint par Louis Chalon en 1900, eh bien le tableau, le rouleau est vide. Alors c'est une catastrophe et donc le personnage de mon roman donc est très déçu parce que il sent que ce tableau va être sublime. C'est-à-dire que quand on connaît les tableaux de Louis Chalon, qui était un peintre pompier, c'est-à-dire traditionnel, mais on verra que le pompierisme, loin d'être traditionnel et fade, était au contraire un art de l'audace, un art de la transgression, un art de l'extrême, comme disait mon professeur de fac. Eh bien, parce que vous avez compris, chers amis TV Liberté, que nous allons célébrer l'art pompier, ce qui nous change des tulipes de Jeff Koons. Absolument. Alors, en fait, on s'aperçoit que les tableaux de Louis Chalon sont d'une modernité absolument magnifique, enfin, multicolores, une espèce de floraison, mais même chez Charles Lebrun, d'ailleurs, quand on va... Si vous allez au Louvre, il suffit d'aller voir les batailles d'Alexandre de Charles Lebrun, et vous allez vous approcher de ces tableaux, et vous allez voir la grande aventure picturale, les couleurs absolument merveilleuses, d'une audace incroyable, les textures, des dessins hardis, une abstraction fabuleuse, enfin tout ce qu'il y a finalement, tout ce que l'art contemporain a revendiqué ou l'art moderne a revendiqué se trouve déjà dans l'art académique, mais au service d'une réalité et d'une transcendance, d'un spirituel en fait, voilà. C'est-à-dire qu'ils étaient très exigeants comme Mozart, il fallait absolument, par le biais de la peinture, grimper le plus haut possible, de manière à chatouiller un petit peu Dieu et lui demander mais pourquoi, comment, etc. Je pense que c'est ça en fait. Et même dans la peinture académique, il y a une forme qui est tellement sublimée, il y a une recherche du réel qui est tellement interrogée, je dirais, qu'on arrive automatiquement à un moment donné au mécha spirituel. Il prend le relais en fait. Et ça c'est... alors est-ce que c'est une grâce ou est-ce que c'est
serait comment dire, un don issu de la technique, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va très très loin. Ce que je veux dire, c'est que de la minute, quand on redécouvrira cette peinture, là, on va vraiment être émerveillé. Et la grande question contemporaine, puisqu'on est dans des questions contemporaines, qui sont sans réponse d'ailleurs, eh bien, ça sera justement peut-être de redéfinir un art pour notre époque, dans lequel les gens se retrouveront, le plus grand nombre, qui scindra justement une société complètement explosée et qui s'ennuie, faute de spirituel. Je crois que cet art existe. Aude de Queiroz a écrit un très beau livre qui s'appelle L'art caché. Oui, absolument. Cet art-là existe. Le problème, c'est qu'il est tellement caché que le grand public n'y a absolument pas accès, que les peintres ne sont pas du tout honorés, ces peintres ne sont pas du tout honorés, et qu'on met en valeur des objets non identifiés et des graffitis sur des toiles. Surtout, enfin, moi je suis ouvert à tout, puisqu'il y a, on peut même imaginer, comme dans le tableau de Dali, La pêche au thon, Dali, c'est un immense peintre. qui était académique, en fait, de cœur. Mais lui, il a fait quelque chose il a fait une farce incroyable. Il a intégré tous les mouvements contemporains dans le tableau de La pêche au thon. Et il les a absorbés pour faire un tableau sublime, non conformiste, mais sous la couronne de l'académisme, en fait. Et oui, donc on a vraiment un académisme. Il faudrait remplacer en fait l'art contemporain par l'académisme contemporain. Voilà. Il faudrait trouver une formule, si vous voulez. Vous avez raison. Vous avez raison, il y a un côté oppressif. Alors, faites-nous un petit rappel de l'organisation de la profession de peintre. Oui. Alors, ça commence par les corporations. Oui, absolument. Avant le XVIIe, les peintres s'ennuient ferme parce qu'on est très en retard, en fait, en France, par rapport à l'Italie. Alors, nos peintres, nos grands peintres, les Lebrun, l'Argilière, tous ces gens-là, les Champagne, vont en Italie. Et là, ils sont effarés parce qu'ils voient des tableaux magnifiques issus de la Renaissance. Les peintres font des fresques gigantesques, des plafonds, avec des anges qui s'envolent, des perspectives à n'en plus finir. Ils ont tellement maîtrisé la technique qu'ils la dépassent pour faire un art sublime, enfin une espèce d'art fantastique avant la lettre, surréaliste avant la lettre. Et ils sont très... Alors il y a des académies qui gèrent tout ça, et ils sont très ennuyés parce que en France, on est encore avec la corporation. La corporation les ennuie, les embête. Ils n'ont pas le droit de faire ceci, ils n'ont pas le droit de faire cela. Quand ils font des tableaux libres, la corporation leur dit écoutez, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas les vendre. Alors qu'est-ce que vous allez faire de vos tableaux? Bref, ils vont dans des châteaux, ils vont se réfugier dans la haute noblesse de l'époque, et là, ils sont tranquilles pendant 3 mois, mais ils ne peuvent pas, ça ne peut pas durer indéfiniment parce que la corporation leur demande des comptes. Et voilà. Alors, ils vont, en fait, si je fais court, ils vont voir Louis XIV. Pour lui expliquer le problème, Louis XIV est très content parce qu'en fait, il attendait ça. Il a plein de projets pour Versailles. Il trouve que la France est peut-être un peu province, si vous voulez, sur le plan artistique. Et il se dit, bon, bah, c'est très bien, maintenant, dorénavant, vous aurez affaire à moi. Et pour commencer, on va fonder une académie. Il va faire comme Richelieu avait fait pour l'Académie française, où les écrivains se réunissaient en catimini, si vous voulez, dans des auberges le soir. Alors Richelieu dit, pas de ça, je veux pas de gens qui se groupent, je vais contrôler tout ça. Il va les voir, il leur dit, écoutez, c'est très bien, vous êtes tous éminents, mais vous allez faire ça officiellement, sous le contrôle du roi, sous la protection du roi. Alors, Louis XIV donc, fonde l'Académie royale de peinture en 1648, et là commence la grande aventure. Alors, il faut tout redéfinir, en fait, parce que pour les gens, l'académisme, c'est le truc ennuyeux, c'est l'école, barbant, etc. Pour notre époque, qui, j'ai envie de dire, fout en l'air les normes. Hein, parce que on est dans une époque où toute limite, toute norme, toute autorité est insupportable. Mais il y a quand même un côté respectable dans l'académie. Bien sûr. C'est un lieu où les peintres se retrouvent, s'entraînent, il y a une émulation entre eux. Et puis, il arrive un moment où les règles sont trop rigides. Alors, entre-temps, il y a eu... donc ils ont appris à composer, ils ont appris à traiter des lumières, ils ont vraiment appris à faire de la grande peinture de Versailles. À copier beaucoup, parce qu'il y a à l'époque toute une part de l'enseignement qui consiste à recopier. À copier. Ben, ils sont envoyés en Italie, en partie pour ça, le prix de Rome, qui était l'épreuve extraordinaire. D'ailleurs, tous les prix de Rome qui sont aux Beaux-Arts, on aimerait bien les voir et qu'ils soient exposés de manière permanente, car ces tableaux étaient quand même extraordinaires, des tableaux peints par des jeunes gens de 23 ans, mais qui étaient les meilleurs de leur catégorie, à une époque où la technique était remarquable. Et ils sont où, ces tableaux? Ben, ils sont dans les réserves de l'École des Beaux-Arts.
Et moi, j'ai eu la chance de les voir. Oui, c'était un émerveillement. J'imagine. Dans des conditions très, très... Ils sont en ligne, donc on peut aujourd'hui... Ah oui? Ah, il y a plein de recherches à faire. Les prix de Rome sont en ligne. Il faut taper sur le moteur de recherche prix de Rome, et ils les ont tous mis en ligne déjà. Donc génial, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et la qualité... Alors, en fait... entre-temps, il y a eu l'art davidien, il y a eu l'art de l'école, et c'est l'origine du terme pompier, en fait. Oui. C'est-à-dire que ce terme pompier, en fait, c'est une blague d'atelier. C'est pour ça, peut-être, que les historiens d'art n'aiment pas tellement qu'on l'emploie, parce que c'est un jargon d'atelier, en fait. Bon, c'est une cuisine de... Alors, il y a plusieurs suppositions. Le terme pompier, en fait... Les militaires avaient des casques. Vous regardez Léonidas au Thermopyle de David, et vous avez des guerriers qui sont nus, avec simplement des épées sur les côtés, et des casques absolument rutilants. La nudité traditionnelle de l'Antiquité, si vous voulez, la tradition du nu, avec la tribu guerrier du casque. Le casque avait exactement l'allure des sapeurs-pompiers de 1830, avec le très haut cimier. Et d'ailleurs, probablement, ils devaient récupérer dans les ateliers des casques de pompiers pour peindre leurs guerriers. Et en fait, ce terme tournait en dérision. C'est Théodore de Banville, dans Gilles Blas, qui avait donné la première définition intéressante. Il dit « c'est une manière de traiter des Grecs et des Romains, mais dans un style convenu, dans un style un peu de lieu commun, de choses comme ça. En fait, et par extension, le terme pompier s'applique à toute peinture où précisément ce convenu, cette convention, ce système prend la place de l'observation de la nature. Mais c'est une blague d'atelier, en fait. Donc les rapins disaient, probablement en regardant les tableaux de leurs copains, dis donc, t'es pas vraiment des guerriers, ils ont plutôt l'air de pompiers, tes gars, c'est pas très naturel. Et ensuite, on est passé du terme pompier au peintre pompier. Mais ce qui est intéressant, vous voyez comme quoi l'histoire de l'art, c'est que cet art, qui était un art d'école, c'est-à-dire avec des poses effectivement un peu convenues, de la statuaire, des poses un petit peu figées, mais qui n'étaient qu'un art d'école, ils apprenaient leur métier. Ensuite, à donner petit à petit, grâce au salon de peinture très populaire, une peinture qui est devenue contemporaine, où ces virtuoses de l'art ont illustré des scènes contemporaines, avec une virtuosité extraordinaire. Et la peinture est devenue, sous l'égide de la concurrence, de plus en plus virtuose, avec des tableaux sensationnels. Il faut quand même citer des noms qui vont parler à nos auditeurs. C'est quand même Cabanel, Meissonnier, Meissonnier, formidable. Bouguereau, Gérôme, Winterhalter, je ne savais pas qu'on mettait Winterhalter dans cette catégorie. Et puis les grands sculpteurs que j'aime beaucoup, Bartholdi et Frémiet. Oui, absolument. Absolument. D'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant, c'est que les Américains ont toujours adoré l'art pompier, l'académisme, en fait. Qui est intéressant, c'est que nous, on est vraiment, une fois de plus, en retard, comme au XVIIe siècle, par rapport aux Américains. Quand on pense qu'un illustrateur comme James Gurney, qui a fait Dinotopia, vous savez, le film de science-fiction, et s'est inspiré de Bouguereau. Mais c'est sans arrêt. Sans arrêt. Là-bas, l'art pompier est vénéré. Il y a le fameux site Art Renewal Center qui recense, c'est un musée en ligne des tableaux pompiers. Ils ont des prix. Redites-nous, Art Renewal, R-E, mon accent est effrayant, mais bon, R-E-N-E-W. A-L, Renewal Center, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Alors, eux, ils militent justement pour un académisme contemporain. Donc, il y a des prix, des fondations, tout ça est financé par des milliardaires américains qui en ont marre de l'hégémonie de l'art contemporain et surtout qui s'ennuient, en fait, c'est ça. Parce que moi, ce qu'on peut. Enfin, qui veulent d'abord échapper à l'impôt. Rappelons cette petite... Non, mais le mécénat est né aux États-Unis parce que les milliardaires voulaient garder leurs millions et ne rien donner aux impôts. Je resterai toujours mais ça a d'heureuses conséquences. Infatigable, naïf, et je verrai toujours, comment dire, c'est un résidu de ma petite enfance, les choses toujours merveilleuses, voilà, le conte de fées, vous savez. Vous avez raison. Mais cela dit, les conséquences sont très heureuses parce qu'en effet, il y a des tas d'entreprises qui ne pourraient pas fonctionner sans ce mécénat. Je vais simplement terminer. Ensuite, on a eu, après 1850, dans les salons de peinture, une peinture absolument fabuleuse, réaliste, hyper réaliste, sensationnelle, fantastique, où là vraiment, on a l'impression qu'ils poussaient les effets à leur maximum technique, et on a eu vraiment une peinture absolument merveilleuse qui déplaçait des foules au salon, et des foules étrangères également, tout le monde venait. Des noms Pardon ? Des noms. Georges Roche-Grosse, par exemple, extraordinaire. Meissonnier, bon. Ils sont légion. Et ensuite, le problème, c'est que cet art, affublé du titre de pompier, parce qu'il était traditionnel, a servi en fait de repoussoir
à une jeune bande. À l'art moderne, en fait. Une jeune bande qui, elle, veut sortir dans la nature. Ils vont beaucoup. Oui, ça c'est les impressionnistes, oui, effectivement, ça a commencé, si vous voulez, avec les impressionnistes, mais surtout ensuite, tout l'art moderne s'est servi de cette peinture traditionnelle qu'ils ont affubée du titre de pompier, du titre d'informant de pompier, précisément pour défendre l'art moderne, puis ensuite l'art contemporain. Donc il y a eu, si vous voulez, une espèce de glissement sémantique qui est dommage, parce qu'en fait, tout le monde pouvait vivre ensemble. Alors, au niveau des impressionnistes, c'est plus compliqué que ça, parce que les impressionnistes connaissaient très bien les peintres pompiers. Tous ces gens-là se voyaient énormément. Manet, par exemple, était très ami avec Carolus Duran, qui passait pour le portraitiste le plus officiel. Manet a décoré de perroquets la villa de Montgeron de Carolus Duran. Ils ont échangé leurs portraits. Degas voyait sans arrêt Léon Bonnat. Ils étaient très, très, très copains. Il n'y a pas du tout cette rupture que l'on veut nous... entre gens intelligents, c'est bien normal qu'il n'y ait pas de rupture. Degas disait à Boldini, autre peintre classique, mais très enlevé quand même, il disait comme ça, il regardait des études de chevaux fous. Il disait, vous êtes un monstre de talent. Il est absolument fasciné par la virtuosité de Boldini, Degas qui était, lui, beaucoup plus rigide dans sa peinture, enfin là, pour le coup, extrêmement classique. Oui, en plus, oui. Sans le grain de folie qui animait El Pittore dei Quadrifini, Giovanni Boldini, qui est un exubérant incroyable et qui s'amusait beaucoup dans la vie comme dans sa peinture. Vous les connaissez absolument tous sur le bout des doigts alors, j'invite les téléspectateurs à aller sur votre site et voir vos portraits. Vous avez un site internet qui s'appelle lecharny.fr, tout simplement, et à lire ce roman pour tous ceux qui aiment la peinture. C'est quand même très agréable de lire un roman sur les sujets que l'on aime. Et quoi de mieux que la recherche d'un tableau. D'autant plus que c'est une chose qui arrive très souvent, la perte d'un tableau. Oui, le roman est né comme ça finalement. En fait, je suis tombé sur une énorme documentation qui m'avait été léguée d'ailleurs par un ami. Et je tombe sur ce tableau qui pour moi est le summum de l'art pompier dans la joie, dans le démesuré, ce tableau de Freinet, de Louis Chalon, qui est un peu... Et en fait, je n'ai qu'une photo noir et blanc. Je suis un peu comme le personnage du roman. Et impossible de jouer à la documentation du Louvre et impossible de remettre la main sur ce tableau. Mais il y en a d'autres aussi qui sont extraordinaires. Et alors donc, voilà, donc le tableau, le roman est né d'une histoire vraie, en fait. C'est une histoire vraie. Oui. Et ensuite, j'ai pris des éléments, comment dirais-je, réels du peintre Dagnan Bouvray, qui était portraitiste à Paris et qui allait tous les étés en Haute-Saône, qui est ma région natale, dans une propriété qui existe toujours. Et là, il emportait ses commandes et il peignait pendant tout l'été. Un soir, il se repose de sa peinture en faisant une promenade dans l'arrière-village. Il y a des bois magnifiques, des couchers de soleil extraordinaires en Haute-Saône. Et il décide de prendre un petit chemin de terre et il y a quelques fermes un peu plus loin. Et là, tout à coup, il est absolument en arrêt, car il y a une jeune fille, blonde, qui se brosse les cheveux, comme ça, devant le soleil. Et alors, j'ai repris, effectivement, pour mon personnage de Louis Chalon, qui découvre sa Freinet. Il ne trouvait pas de modèle digne, et ça l'énervait. Et là, tout à coup, il est devant cette jeune fille, et il est absolument ébloui. C'est elle. Bien sûr. Alors, il convainc ses parents qu'elle veut bien venir poser pour lui, mais elle a très envie de venir dans l'atelier du peintre. Il va y avoir une histoire d'amour justement entre les deux, où il va y avoir une identification de la jeune fille sur le personnage de Freinet, c'est-à-dire qu'elle endosse le personnage de Freinet pour se donner une personnalité plus forte et pour séduire le peintre encore plus, mais qui va être dangereuse parce qu'à un moment donné, ils vont se prêter au jeu et ça ne sera pas sans dégâts. De même que dans elle va passer en même temps presque corps et âme de la réalité au tableau, comme dans le conte d'Edgar Poe, vous savez, où le modèle blêmit de plus en plus parce qu'il passe dans le tableau. Et à sa mort, évidemment, Louis Chalon, enfin le peintre, car c'est une fiction, hein, j'ai pris le tableau comme point de départ, mais ensuite ça part en fiction, va regretter justement ce gâchis, enfin, de ne pas lui avoir assez dit qu'il l'aimait et de ne pas s'occuper de sa personne. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui est cette très belle cavalière? Oui, c'est Carolus Durand. Alors, Carolus Durand, qui était le portraitiste numéro 1
de ce qu'on disait les gens du monde, en fait, c'est-à-dire qu'avoir le portraitiste de la femme, en fait, hein, il était baptisé comme ça, il adorait peindre les dames et il les peignait très très bien. C'est-à-dire que non seulement il faisait ressemblant, mais il donnait en plus, il faisait passer le charme qu'il ressentait face au visage féminin dans son tableau. Et donc, il y avait vraiment un peu comme Philippe de Laszlo, qui lui ne dessinait pas avant, il peignait directement pour saisir et saisir la beauté, c'est-à-dire qu'il capturait leur impression directe d'amour finalement face à leur modèle. Alors là, c'est un portrait qui est intéressant car c'est le portrait de Sophie Croisette, qui était une actrice du Français, oui, une beauté, et qui était la sœur de Pauline Croisette, qui était la femme de Carolus Durand, et qui est la dame aux gants que l'on voit au musée d'Orsay. Très très bien. Merci beaucoup Louis-Marie Lecharny. Et merci à vous. Rendez-vous sur votre site lecharny.fr et on attend votre prochain livre sur... Oui, alors il y a un livre qui va apparaître donc, chez Pierre-Guillaume de Roux, oui. Modernité et avant-gardisme de l'art académique. Alors là, il y a un plaidoyer pour l'art académique et surtout pour l'art académique contemporain. Voilà, ce que j'appelle l'académisme éclectique. On vous consacrera une émission avec bonheur. Avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Amis de TV Liberté, à très vite.